Puis je pense qu'un PDG ou un CEO va shiner encore bien plus si son équipe de gestion est forte, si son équipe de gestion elle est solide, on va le rendre encore meilleur. Si tu ne gères pas tes relations dans l'organisation, tu ne sers plus à rien. Je trouve que c'est important d'aller vers les gens. J'ai été sur le terrain, parler aux gens, et ça, c'est pas commun apparemment en ressources humaines. La fille qui fait du recrutement temps plein, elle devrait aller voir sur le terrain ou dans l'usine pour comprendre qu'est-ce qu'elle recrute, right? Oui, c'est une grosse évidence. Si tu sais pas ce que ton entreprise peut offrir, comme RH, là, je m'excuse, là, mais va refaire ton bac. Exactement. Sortez de là, allez sur le terrain, allez jaser avec les gens, posez des questions. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Christine Lagueux-Lapointe, bienvenue. Merci. Contente d'être ici aujourd'hui avec toi. Christine, tu es vice-présidente ressources humaines, performance et stratégie pour le YMCA. Oui. Ça fait combien d'années que tu es là-bas? Presque 9 ans au mois de mai. 9 ans au mois de mai. Oui. Et tu as accompli de belles choses. Tu as joué un rôle majeur dans la transformation des YMCA au Québec. Oui. Et ce que je trouve le fun, c'est que on connaît les YMCA, on connaît cet OSBL-là, mais on ne connaît pas la portée et l'importance qu'il a dans l'économie, si tu veux, au Québec, etc. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ça. Oui. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça, connaître des histoires. Et je pense que, tu sais, l'histoire du Y mérite d'être connue. Oui, oui, on est un secret trop bien gardé. C'est vrai, ça, trop bien gardé, oui. Exactement. Oui. Et Christine, on est des amis d'enfance dans la vie. On a fait les 400 coups ensemble. Oui. Hein? Par chance qu'ils n'ont pas écouté le début de l'enregistrement. Non. C'est ça. Mais on a fait les 400 coups ensemble. Mais tu sais, dans le fond, on est toutes les deux originaires de la Beauce. On a été à une école privée. Élevés dans un rang. Élevés dans un rang, exactement. On était à l'école privée, les Jésus-Marie. Oui. C'est là que notre amitié s'est liée au secondaire. Et aujourd'hui, quand on se rappelle nos souvenirs, on est content du chemin parcouru. Oui, oui. Puis grande fierté. Une grande fierté, oui. Hein? Moi, je ne suis pas gênée. Non, c'est ça. Je ne suis pas gênée du parcours qu'on a accompli. Je vais parler au nous parce qu'on s'est suivis quand même. Oui. Nos parcours se sont suivis. Donc, tu sais, Beauceron, école privée, université, à Québec, parcours université à Laval, Université Laval, pour moi, relations industrielles. Après ça, marché du travail en ressources humaines. Donc, c'est un parcours qui est pas très anormal. Après ça, peut-être, là où j'ai travaillé, où j'ai mis un peu plus d'accomplissement, c'est faire une maîtrise. Oui. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté à l'école, fait que je pense que je suis quelqu'un qui a persévéré à l'école. Puis, auparavant, on m'aurait dit que j'aurais eu un deuxième cycle. Ça n'aurait pas été possible, mais finalement, c'est devenu possible. Oui. Donc, maîtrise en développement des organisations. Puis j'ai fait un bon parcours, 16 ans, dans le réseau de la santé. Beau développement, super beau développement dans le réseau de la santé. On pense que c'est des fonctionnaires, là, mais oui, c'est des fonctionnaires, mais c'est des environnements hyper complexes, très structurants, très structurés, très normés. C'est vraiment une très bonne école, le réseau de la santé, pour les ressources humaines. Puis j'ai progressé dans ce milieu-là jusqu'à devenir, à un moment donné, à la fin, quand j'ai quitté,
J'étais directrice de ressources humaines dans un centre hospitalier, 5000 employés, 60 employés dans mon équipe. Donc, c'était quand même... J'ai eu un très beau parcours dans le réseau de la santé. Ouais. Puis, peux-tu nous parler un peu, tu sais, parce que tu sais, on le voit de l'externe, tu sais, le réseau de la santé, tu sais, tu as tout vécu, le fameux épisode de Dr Barrett, etc. Mais, tu sais, puis tu sais, j'ai eu la chance de côtoyer, de voir un peu les gens de l'interne. Comment c'est exigeant, puis c'est pas facile, puis c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment comme l'organisation comme telle, non? C'est très, très exigeant, c'est très complexe. Avant de préparer ou de prévoir un changement, il y a tellement de travail qui est à investir, à structurer, encadrer, informer, communiquer. Tu as toute la dimension des syndicats, tu as de la dimension de beaucoup de titres d'emploi. C'était complexe au moment où moi je l'étais. J'étais dans le réseau. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'est encore plus parce que c'est devenu des grosses organisations de 15-18 000 employés. Donc, c'est énorme. C'est très gros. C'est très gros. Puis, tu sais, moi, je le vis comme patiente, tu sais, suite à mon cancer. Et là, tu sais, je parle à mes médecins, puis là, ils doivent faire des coupures budgétaires de plusieurs millions de dollars, mais la liste d'attente se rallonge. Ils n'ont pas de temps d'opération, pas de temps en salle, pas de temps... Tu sais, c'est comme... c'est quelque chose. Tu sais, ça doit être difficile aussi d'être gestionnaire de haut niveau dans des organisations comme ça. Puis, tu sais, moi, quand j'étais DRH dans le réseau de la santé, j'étais la DRH la plus jeune du Québec. OK. Donc, j'ai gravi les échelons assez rapidement. Puis, à un moment donné, justement, j'ai pris cette décision-là de quitter quand ils ont fusionné là, pour les SUS. Tous nos postes ont été abolis. Puis, j'ai quitté pour cette raison-là parce que je ne trouvais plus le sens. À un moment donné, tu es perdu à travers tous ces dédales administratifs, politiques, syndicalistes, tout ce que tu voudras. Là. Oui. Cette complexité-là, tu ne t'y retrouves plus. Et puis, tu sais, j'aurais passé d'une équipe de 60 à 170, des milliers d'employés. Fait que c'était plus pour moi. Puis c'est correct, je pense que ça en prend des gens là, pour occuper ces postes-là. C'est parfait. J'ai un grand respect pour ceux qui occupent ces postes-là, mais c'est là où j'ai décidé à un moment donné de dire, ben c'est peut-être plus pour moi. Je trouvais plus de sens. Même si le réseau a tout son sens, là, je le néglige pas. Oui, puis ça a été ta meilleure école à vie, puis tu as eu des belles années là, etc. Moi, je suis sortie de là, j'étais une machine de guerre. Oui, ça doit. Je veux dire, j'avais tout vu, j'avais tout vu les cas complexes, des habiletés politiques, de la stratégie, des gestions de crise. Ça a été très formateur pour moi de travailler dans ce réseau-là. Puis ça a fait de moi juste une meilleure gestionnaire, honnêtement. Ouais. Puis, tu sais, t'es très humble, là, on le sait. Là, toi, t'aimes pas ça prendre la place, puis t'aimes ça être... tu sais, comme tu dis tout le temps, moi, je suis une bonne numéro 2, pas besoin de shiner, pas besoin de... Tu sais, fait que je suis contente de t'avoir ramené ici ce matin pour que, justement, tu l'amènes de ton point de vue. Puis ça, je pense que c'est une qualité que tu as de savoir qui tu es puis c'est quoi ta place. Oui. Puis peux-tu juste me parler un peu de cette évolution-là, tu sais, de dire dans des organisations, tu sais, c'est pas toujours le sommet qu'on peut viser, mais on peut avoir une contribution. Puis après, on va comprendre justement le parcours que tu as eu. Moi, je pense que je n'ai jamais visé le sommet à tout prix. Ça n'a jamais été mon objectif. Par contre, je suis une personne qui aime performer. Je suis une performante. J'ai performance dans mon titre d'emploi, puis je suis très fière de l'avoir. J'ai toujours cru qu'on pouvait être performant, puis être bienveillant, puis être capable d'être humain aussi avec les membres de son équipe. Puis je pense qu'un PDG ou un CEO va shiner encore bien plus si son équipe de gestion est forte, si son équipe de gestion, elle est solide, on va le rendre encore meilleur. Puis moi, ça a été ça mon objectif. À chaque fois que j'ai eu des PDG, c'était des alliés. J'étais un allié pour cette personne-là. J'étais là pour supporter, conseiller, écouter, dialoguer, converser, proposer, influencer. Oui. Ça a toujours été ça, c'est ce qui me drive dans mon poste. Ton X, ta plus grande contribution au sein de l'organisation. Puis je n'étais pas gênée de dire que je suis un allié à un PDG. J'ai pas besoin d'avoir cette ascension puis d'être assis dans la chaise, dans cette chaise-là, parce que je sais que j'ai une influence sur ce poste-là. Donc, je suis très, très confortable et je ne serai jamais gênée de dire que je suis je suis une valeur ajoutée à une équipe de direction. Une équipe de direction. Puis à une organisation aussi, puis à une personne qui lead d'une grosse organisation.
Donc, je suis très fière d'occuper ces postes-là. Puis souvent, en arrière de ces PDG-là qui sont performants, qui chaînent et qui brillent, il y a une équipe de direction forte. Exact. Donc, ça, pour moi, c'est primordial. Puis je me lève le matin, puis c'est ça mon objectif. C'est de rendre mon organisation meilleure, puis de rendre ma PDG meilleure, puis lui permettre de briller autant qu'elle puisse briller, parce que si elle brille, nous, on brille aussi. Fait que c'est un peu ça l'idée. Tu as toujours été comme ça. Puis, tu sais, dans le fond, Christine, tu as toujours... Moi, je trouve, comme tu as parlé du mot performance, mais tu es en ressources humaines. Souvent, des fois, c'est comme un peu... Il n'y a pas cette... Mais toi, tu l'as tout le temps eu. C'est jamais... C'est pas... Mais ça n'a jamais été performance au détriment de l'humain. Hein? Je pense que ta plus grande force, c'était, comme tu dis, là, tu viens de nous dire, tu es un allié. De t'entourer des bonnes personnes. Puis tu le vois, la différence quand des présidents sont capables de s'entourer de bonnes personnes. Mais dans ton rôle d'RH ou l'évolution des RH au fil des années, parce que ça fait plus de 20 ans que tu fais ça, comment tu vois ça, la gestion, comment tu vois les gestionnaires évoluer, tous ces profils-là? Bien, moi, je pense que ce qui m'a décrit dans le parcours des directions des ressources humaines, j'ai toujours eu j'ai presque pas eu de taux de roulement dans mes équipes. Je pense qu'on peut être performant et être bienveillant. J'ai été capable de mixer les deux. Quand j'ai un de mes employés qui vit une situation particulière ou spécifique, je vais m'informer. Je connais la vie de mes employés. C'est important pour moi de prendre le temps de comprendre c'est qui ces personnes, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est quoi leur situation personnelle, parce qu'avant d'être au travail, c'est des humains. C'est un homme, une femme, un parent, un conjoint. Donc ça, c'est important pour moi. Puis après ça, bien, il y a la performance, mais il n'y a pas la performance à tout prix. Il y a de la performance réaliste. Puis j'ai jamais été gênée de prendre des décisions pour réorganiser le travail, pour permettre à mes employés de livrer aussi, pour permettre à mes employés de performer. Je ne les ai pas placés. Je veux pas... L'objectif n'est pas de placer les gens en problématique. C'est d'être capable de leur permettre de performer. Puis j'ai un côté risque aussi. Souvent, j'ai assigné des postes à des gens que je me suis fait questionner. Elle est beaucoup trop jeune, elle n'a pas d'expérience. Ouais, mais elle a du talent. Fait que moi, quand je vois du talent, je vais prendre un risque, puis je vais te pitcher d'impact, un défi ou un challenge que tu n'auras jamais vécu. Je vais te sortir un peu de ta zone de confort, mais je vais t'aider, puis je vais te supporter, tu sais. Fait que je pense que c'est ce que les gens ont aimé de mon style. J'ai pas un style de leadership très cadrant, très contrôlant. Je suis vraiment pas contrôlante. Je laisse aller. J'aime les nouveautés. J'aime les idées des gens. J'aime faire confiance à la jeunesse aussi. Ça aussi, ça m'a démarqué dans mon parcours. Toute une gang de jeunes dans mon équipe qui m'amènent des choses super le fun, tu sais, très cool. Puis même des fois que je me dis, moi, je suis rendue trop vieille pour faire ce travail-là. Mais c'est correct de se poser ce type de questions-là, puis ils ont vraiment une énergie qui est vraiment le fun, puis je suis ouverte à ça. En fait, j'ai pas résisté à ces nouvelles tendances, à ces nouvelles énergies. J'ai pas vu ça comme une menace ou une critique. C'est drôle que tu dises ça parce que dans notre équipe, nous autres, j'ai la belle Stéphanie là, qui est ici. Là, et elle, c'est notre jeunesse, là, mais justement, elle amène une vision complètement différente. Puis, mais les filles, peut-être qu'on pourrait faire ça, tu sais. Puis, mais là, elle a bien raison. Là, c'est bien simple. Puis, il faut juste être ouvert d'esprit puis d'être en mesure d'écouter ou d'être à l'écoute de ce qu'ils vont dire. Tu sais. L'équipe que j'ai en ce moment, j'ai du 10 ans, j'ai du 8 ans, j'ai pas de taux de roulement. Là. Tu sais, les gens sont là, puis soyez bien conscients qu'au YMC, on n'a pas les plus gros salaires. On est un organisme communautaire. Donc, quand moi, j'attire des gens, je ne vais pas les attirer avec des gros salaires puis des grosses conditions de travail, mais je vais t'attirer avec des valeurs. Je vais t'attirer avec une mission. Je vais t'attirer avec une vision. Puis je vais t'attirer avec mon style de leadership aussi à moi, parce que les gens viennent travailler pour des organisations, mais ils travaillent aussi pour un supérieur immédiat qui va te respecter puis qui va te faire shiner. Oui, exactement. Mais c'est ce qu'on dit tout le temps. Les gens ne quittent pas l'organisation, quittent les gens pour qui ils travaillent. C'est souvent ça. Puis, fait que, tu sais, on comprend un peu ton style de leadership et quand tu regardes... Fait que ça, c'est le fun parce que justement, toi, tu l'as eu comme... Je t'ai vu évoluer, là, Christine, mais tu l'as toujours eu comme naturellement.
Oui, on dirait que j'ai comme pas couru après. T'as pas couru après, mais t'as quand même une mère qui a eu tout un leadership aussi. Je pense que la pomme n'est pas bien tombée loin de l'arbre. Un peu d'hérédité, d'après moi, dans le corps. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas couru après l'ascension, en fait. Je pense que j'ai démontré que... Je vais revenir sur la performance. Je pense que ma persévérance scolaire, vu que j'avais plus de difficultés à l'école, on fait de moi une personne qui travaille puis qui met beaucoup d'efforts sur ce que j'ai à accomplir. Fait que c'est sûr que les gens, les supérieurs médias voient ça. L'investissement, comment tu prends ton temps, tout ça. Puis c'est sûr que j'aime les gens. Moi, je ne pourrais pas travailler dans un local tout ça. Non, je m'ennuierais. Tu sais, j'ai fait des mandats de consultation puis j'étais malheureuse. Ah oui, ça n'a pas duré longtemps. Tu me manques une équipe, toi. Il me manque une équipe, j'ai besoin d'une équipe. Puis j'ai déterminé à ce moment-là, je suis une gestionnaire. J'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin d'animer une équipe, j'ai besoin d'amener une équipe vers des objectifs. Fait que c'est ça qui me nourrit à chaque jour, de voir mon équipe, puis de voir ces gens-là se développer, puis de prendre des gens à un point A puis les amener au point Z. C'est ça c'est pour ça que je me lève le matin. C'est vraiment ce que j'aime donner. Puis je pense que ça me décrit comme leader. Les gens qui me côtoient, ils vont me dire, c'est vrai. Alors, c'est vrai, c'est ce que je suis. Puis Dieu sait que tu es une bonne gestionnaire. Mais là, je trouve la notion intéressante parce que les gens qu'on reçoit sur le podcast ici, Histoire d'hypercroissance, tu as beaucoup d'entrepreneurs. Mais un entrepreneur n'est pas nécessairement un gestionnaire. Non. Hein? Puis là, pour toi, c'est comme naturel. Ben oui, on va prendre le temps. L'entrepreneur, là, qui s'assoit puis qui prend vraiment le temps d'écouter ces gens, il y en a très peu qui font ça. Ils vont se dire, oui, je suis un leader bienveillant, mes employés manquent de rien, mais d'être capable de ralentir puis d'être capable d'écouter vraiment puis d'être à l'écoute, c'est pas donné à tout le monde. Là, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une qualité que tout le monde devrait avoir. Puis comment c'est quoi tes recommandations dans une vie, dans un environnement où tout va vite? Parce que la vie va vite, là. Bien, je pense que c'est d'être... en fait, c'est de prendre le temps, c'est prendre du temps de qualité. Tu peux écouter, mais tu peux ne pas écouter aussi. Fait que, puis on est tellement sollicité. Moi, il y a des jours, là, je suis contactée à travers 5 ou 6 médias. Là. J'ai le courriel, le Teams, je suis sursollicitée. Puis là, à un moment donné, des fois, je choisis de dire, bien, cette personne-là, je vais lui donner un peu plus d'attention parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a telle affaire à livrer ou, tu sais. Fait que c'est juste de faire des choix. Moi, je fais des choix. Il y a des journées, je fais des choix. Puis il y a des journées, je m'excuse, j'ai vraiment pas eu le temps de te répondre parce que ça n'a pas donné, mais je vais t'appeler demain, par contre. Fait que c'est juste être capable de gérer cette partie-là au niveau du volume, au niveau de la capacité de donner aussi. Et pas transférer non plus le stress, parce que tu es un bon filtre aussi. Tu es un très bon filtre. Cette semaine, j'étais justement en coaching avec des clients, là. Puis avant la rencontre, le président, il perd les pédales complètement. Puis il me texte, puis j'ai envie d'hurler tellement qu'il est en colère. Fait que là, je me disais, je peux pas animer une journée de même. Là. Si le président arrive dans cet état d'âme-là, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de bon sens, là. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ce genre de situation-là. Mais puis dans ma tête, à moi, c'est dans l'ère dans laquelle on est, on se doit de gérer malgré les stimuli qu'on a partout, malgré la charge de travail, malgré mettre le soi en premier. On s'entend, là, mais... Moi, je mets beaucoup d'accent sur la gestion des relations. C'est fondamental pour moi. Gérer des relations, avoir des relations, entretenir tes relations, préserver tes relations, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours très bien fait. Puis ça m'a vraiment bien servi dans presque tous les environnements de travail. Puis j'ai beaucoup souvent de mes employés qui n'accordent pas assez d'attention sur, bien, as-tu géré ta relation? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est important de gérer ses relations, c'est fondamental. Si tu ne gères pas tes relations dans l'organisation, tu ne sers plus à rien. Oui, c'est vrai. Tu ne sers plus à rien. Et puis j'ai déjà verbalisé ça. Je veux dire, si tu ne gères pas tes relations, je n'aurai plus besoin de toi. Tu n'auras pas d'influence. Tu ne pourras pas conseiller. Tu ne pourras pas accompagner. Les gens, ils ne vont pas te faire confiance. C'est la base. C'est la base d'être une personne à valeur ajoutée dans une organisation. Fait que, pour moi, ça, je pense que ça m'a bien démarqué. Gérer les relations. Là, je suis un peu plus vieille. Peut-être qu'auparavant, j'étais un petit peu plus vite on était plus coquille, on va se le dire. On était coquille. Ça m'est arrivé, là.
Mais ça, tu vois, j'ai appris de mes erreurs. Puis maintenant, je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus relax et je gère mes relations. Oui. Mais ça, j'aime ça, ce que tu dis là. C'est vrai. Parce que là, je suis en train de penser aux gestionnaires ou entrepreneurs, mettons, qui ont des défis. Oui. Bien, souvent, c'est un défi de croissance. Mettons, on va le mettre comme ça. Mais un défi de croissance, c'est toujours relié à l'humain, on s'entend. OK? Puis qu'est-ce qui arrive avec l'humain? Bien, c'est qu'il ne leur donne pas d'attention, il ne gère pas nécessairement les relations ou il n'adresse pas des situations critiques qu'il devrait adresser. Oui. Avoir le courage, le fameux courage managérial qu'on parle. Je laisse aucune situation problématique n'est pas gérée dans mon équipe. Ouais. Même petite qu'elle soit, je vais l'adresser. Ouais. Je ne laisse jamais rien s'envenimer. Ça, c'est hyper important. Est-ce que ça prend de l'énergie? Ça prend de l'énergie. Ouais. Tu sais, des fois, dans la journée, tu dis hey, « J'ai-tu le temps de gérer ça en ce moment? » Mais oui, il faut que tu le prennes. Je m'excuse. Oui, il va falloir que tu le prennes, le temps. Parce que si tu le prends pas, ben ça va revenir dans un mois, puis ça va s'être envenimé. La boule de neige va avoir grossi. Puis le problème va être encore là. Ouais. Tu sais, au YMCA, là, c'est 1500 employés. Fait, c'est sûr que je n'ai pas le contrôle sur tout. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'offres de services. Mais à un moment donné, c'est là où c'est important que tu gères tes relations. Quand je vais dans un centre ou je me promène dans un site, je connais les gens, je jase avec eux, je prends le temps, je pose des questions. C'est pas parce que tu es un VP que tu n'es pas accessible. Moi, je suis très accessible aussi. J'essaie d'être accessible le plus possible. Tu peux me teamer quand tu veux. Je vais te répondre. Donc, ça aussi, c'est important, toute la proximité de gérer tes relations. Gérer tes relations sur les gens qui sont sur le terrain, au comptoir, les professeurs qui donnent des cours, la personne qui s'occupe du programme pour les gens en situation d'itinérance. D'avoir ces échanges-là avec eux, c'est très, très riche. Puis, c'est pas tous les milieux qui te donnent la possibilité de le faire. Moi, je prends. Des fois, je prends le temps de le faire. Je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais je trouve que c'est important d'aller vers les gens. Ouais. C'est facile maintenant, même avec le télétravail, toute la dimension du télétravail est venue créer une distance entre même les gens en RH puis les ressources humaines. Ouais. Fait qu'il faut rebâtir ces relations-là. Puis ça, c'est beaucoup ce qu'on a fait dans la dernière année au niveau RH. On a dit on est trop loin des gens. Ouais. Là, on est pris dans nos bureaux, puis on est pris en télétravail. Fait que là, on sort. Ouais. Fait que là, on a trouvé des mécanismes pour sortir. On s'en va dans les centres. On fait des activités aussi pour rencontrer les gens. Fait que gérer la relation, si tu ne gères pas tes relations, je veux dire, tu iras nulle part. Ouais, que tu sois un entrepreneur, que tu sois gestionnaire, c'est la base. C'est la base, c'est vrai. Puis on prend souvent pas assez de temps, puis ça va pas, tu sais, la notion de la vie va trop vite, j'ai pas le temps. Ouais, mais si tu prends pas le temps, ça te rattrape anyway. Ouais. Fait que là, on comprend un peu d'où tu viens, on comprend un peu ta vision, on comprend ton désir de dire, regarde, moi, je suis une très bonne gestionnaire, moi, j'aime ça contribuer dans les organisations. Ouais. Maintenant, tu es dans une des plus belles organisations au Québec, un OSBL qui a un impact majeur. Ouais. Fait que parle-nous de, tu sais, c'est quoi le YMCA? Le YMCA, c'est, dans le fond, c'est un organisme communautaire qui a 170 ans de vie. Donc, il y a de l'histoire derrière d'une organisation comme le Y, avec diverses lignes de services, puis diverses sources de revenus. Donc, c'est pas simple. Le modèle d'affaires des YMCA, il n'est pas évident, puis il n'est pas simple. On a essayé de le clarifier quand on s'est transformé, mais quand même, c'est un défi. Fait que les YMCA, ils vont t'offrir de l'activité physique. Souvent, on est connu beaucoup pour l'activité physique puis l'activité aquatique, les piscines. Ils vont t'offrir des camps de jour pour tes enfants. Ils vont t'offrir un camp Saint-Sauveur, Canawana, qui est un camp bilingue. Ils vont t'offrir des garderies. On a des garderies. Ils vont t'offrir aussi des programmes communautaires qui s'adressent à des jeunes. Nous, on touche pas loin de 70 000 jeunes. À travers tous les services qu'on a. On est partout à Montréal, sur le territoire de Montréal, puis on est à Québec. Puis, on a aussi des services de prévention de l'exclusion où on aide les gens qui sont judiciarisés à se reprendre en main, puis à ramener, à se donner un objectif de vie pour pas, justement, qu'on les aide à prévenir l'itinérance. Puis, on a des services aussi qui s'adressent directement aux gens qui sont en situation d'itinérance. Puis, pour finir, on a une résidence c'est nous qui recevons
On a reçu beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, c'est nous qui avons ouvert une résidence pour recevoir les gens qui étaient réfugiés de la guerre. Donc, tu vois, là, tous les services des YMCA, comment c'est diversifié. On touche des milliers de personnes par année. C'est 70 millions de budget. C'est 1500 employés à travers le Québec. On a même un modèle de franchise de programme qui est international, un peu partout dans le monde aussi. OK. Fait que, tu sais, c'est pas simple comme organisation, mais j'ai envie de dire que les gens qui se lèvent pour venir travailler au Y vont pas se lever pour avoir la plus grosse paye, mais vont se lever pour venir faire du bien, puis aider chaque individu. Pour nous, chaque individu est important. Oui. Puis chaque individu, si on aide cet individu-là, cet individu-là va redonner à la communauté. Oui. C'est ça l'objectif. Fait que notre objectif, c'est de bâtir des communautés fortes. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on travaille, avec diverses sources de revenus. Tu sais, nous autres, là, le matin, on ne va pas se lever pour enrichir une personne. On va se lever pour enrichir la communauté parce que nos revenus autonomes vont venir financer les programmes communautaires qui ne sont pas toujours bien financés. Il manque souvent de l'argent. On a une belle fondation qui se lève le matin aussi pour nous trouver des dons philanthropiques pour venir aider nos programmes communautaires. On a un fonds d'investissement qu'on a créé. On a une stratégie financière qui supporte tous ces programmes-là. Fait que c'est pas une organisation qui est simple. Non, c'est ça. C'est une complexité, mais quand même, ça représente un challenge qui est super positif parce que au final... L'impact est là. L'impact, il est énorme. Oui. Nous, on a des histoires de jeunes qui sont rentrés dans des zones de jeunesse qui étaient en problématique puis sont devenus des intervenants sociaux. Ils travaillent pour nous maintenant. On a des belles histoires, vraiment des belles histoires. Que ce soit la personne qui avait des problèmes de santé, qui est venue se faire aider ou qui est venue socialiser au Y, que du jeune qui a évolué, puis le jeune a grandi au Y, puis il était un enfant du Y, puis il devient un employé au Y. On en a plein. Des gens qui sont rentrés par la porte de la résidence réfugiés, qui ont eu leur premier emploi au YMCA. On leur a donné leur première chance au Canada, au Québec. Donc, c'est des histoires comme ça qu'on a à tous les jours qui font en sorte que quand tu te lèves le matin, puis tu as un agenda qui est plein, ben, c'est pas grave. Oui. Tu sais? On va prendre une à fois. Tu as un purpose. Ouais. Ta raison d'être est là. Ta raison d'être, elle est là. Fait que, je pense que c'est ce qui fait en sorte que je suis là que je suis encore là depuis 9 ans. Exactement. Ouais. Puis là, parle-nous un peu, tu sais, Christine, parce que, tu sais, je veux que tu nous parles, tu as joué un rôle majeur dans la transformation du Y. Là, tu nous as expliqué un petit peu le modèle, justement, puis, tu sais, il y a le financement, tout ça. Je me rappelle quand la COVID a frappé, puis que ça a été difficile, tu sais, c'est d'un coup... des centaines d'employés. On est passé, quand la COVID est arrivée, en fait, on a passé de 1600 employés à 400 employés sur le payroll. On s'est fait fermer. Donc, tous nos services ont été fermés. On a essayé de supporter la communauté avec des programmes communautaires qui sont restés ouverts. Eux autres, ils n'ont jamais arrêté. Là. Ils ont même travaillé plus qu'ils travaillaient auparavant. Mais quand même, ça a déstabilisé l'organisation. On était déjà un peu affaiblis. On avait des enjeux avec des sites immobiliers qui brûlaient trop de cash. Fait qu'on avait décidé d'en fermer quelques-uns pour essayer de baisser cette pression-là. Mais tu sais, les organismes communautaires vont toujours lutter pour avoir plus de financement, s'assurer qu'on ne soit pas en déficit puis qu'on soit capable d'avoir une pérennité financière qui soit sur du moyen-long terme. Fait que c'est tout ce challenge-là qu'on a eu en 2019. Puis c'est pour cette raison-là qu'on s'est placé en transformation majeure. Puis quand mon PDG est venu me voir, il me dit « Christine, tu veux être chef de la transformation pour ce prochain plan stratégique qui nous demandait de revoir tout l'ensemble de l'organisation? » Au début, je disais « Bien, moi, je suis juste en ressources humaines, là, tu sais, j'ai-tu le profil pour faire ça? » Il était convaincu que oui. Comme tu gères bien tes relations, puis tu es une bonne gestionnaire, let's go, Christine. J'ai dit « Bon, bien, OK, j'embarque à travers ça parce que j'y croyais aussi. C'était une mission c'est une mission qui me tenait à cœur, donc on a embarqué là-dedans ensemble. Puis, on a commencé une transformation, mais là, 6 mois plus tard, il y a une pandémie qui nous est tombée dessus, puis on s'est fait fermer pendant des semaines et des semaines. On a perdu des employés. Fait que là, j'ai comme eu 6 mois d'arrêt de transformation, puis on a géré la crise, dans le fond, puis même, on s'est demandé, on va-tu exister encore? Ouais. Ça, c'est une grande question. Puis, on n'y a pas trop pensé, puis on s'est dit, on va prendre les meilleures décisions pour rester. Puis on s'est concentré là-dessus. Puis à un moment donné, on s'est dit non, c'est beau, on va rester en vie, on devrait passer à travers. Puis là, on a fait une V2 transfo.
OK. Parce que là, la COVID venait de changer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Fait qu'on s'est repositionné, on a fait une COVID V2, puis on est reparti avec Transfo V2, excusez, pour passer à travers justement cette période qui était difficile. Puis on a pas mal terminé. Je peux pas dire qu'on a terminé une transformation parce que je pense que les organisations vont devoir se transformer constamment. Constamment maintenant. Tu sais, regarde le contexte économique là, actuel. Nous, la semaine prochaine, on s'en va, on a un off-site, on réajuste nos alignements, nos orientations. Puis je pense que c'est ça, ça a été ça la clé, d'être capable de prendre un temps d'arrêt et de dire, on est-tu bien aligné? Ça, c'était une bonne idée. Peut-être que faut l'ajuster. On a fait des ajustements au fur et à mesure de l'évolution. Peux-tu donner des exemples concrets de transformation? Des projets de transformation? Écoute, on a revu toute notre structure de poste. On s'est réorganisé par territoire. On a rajouté des expertises. Il nous manquait beaucoup d'expertise dans notre organisation. On a embauché une direction des relations gouvernementales et stratégiques. Nous, là, on n'a pas loin de 20 millions de subventions de fédérales, provinciales, municipales. Ça vient de partout. Mais on ne gérait pas nos relations tant que ça. Fait que là, on met de la stratégie dans nos relations. On veut parler à des ministres. On veut que le ministère pense au YMCA quand il y a des enjeux de persévérance scolaire ou des différents types de problèmes. On veut être une valeur ajoutée pour la société. Fait que c'est ça, on a rajouté beaucoup d'expertise, une direction de bureau de projet qu'on n'avait pas. Les Y ne géraient pas tant bien le projet. Donc, on a ajouté une expertise. On a commencé à faire de l'amélioration continue. On a revu nos processus. C'est pas parce que tu es un OBNL, tu sais, mon VP Finance, il dit à un moment donné, on n'est pas une organisation pout-pout. J'ai trouvé ça tellement... Il y avait tellement raison. Tout dire, ouais. Ça voulait tout dire. C'est comme, t'as tellement raison, là. Voyons, tu sais, on n'est pas une petite binerie, là, tu sais. Fait que faut pas penser comme une binerie, mais il faut penser comme une grosse organisation. Puis il faut se donner les moyens d'être capable de... Les moyens de vos ambitions pour avoir plus d'impact. D'atteindre ces objectifs-là. Fait que ça, c'est des changements. On a vendu des buildings, on a vendu des Y, on a pris des décisions très courageuses. On a vendu les YMCA, on les a vendus à la communauté. Il y en a encore qui sont en transformation. On mettait trop d'argent dans de la brique puis du mortier. On a décidé de mettre l'argent sur les humains puis à des services directs aux humains. Fait que ça aussi, c'est un modèle qu'on a changé. On a changé notre modèle pour devenir locataire, avoir des plus petits espaces, être plus agile, mais être partout, un peu plus présent sur les communautés ou dans les communautés. Fait que, on a vraiment revu tout le modèle de positionnement, les sites, les centres, nos relations avec les paliers gouvernement, les coms, toutes les coms, le positionnement. Notre vice-présidence marketing, communication vient de sortir un beau positionnement, une marque des YMCA. Vous avez peut-être vu des pubs sur la télé. Donc, on veut se faire connaître, on veut rayonner, dans le fond. Ça, c'est des dossiers qu'on a priorisés. En termes de changement, on a réorganisé complètement notre organisation du travail l'année passée. On a tout revu les postes, on a revu la structure. Ça a été un gros bouleversement pour l'organisation. Ça faisait des années que ça n'avait pas été changé. Ouais. Même depuis 2014, j'ai envie de dire là, qu'on n'avait pas touché aux structures. On a pris des risques. On a investi même dans des structures, puis on a investi dans des expertises aussi. Fait qu'on s'est vraiment positionné comme une organisation qui a une portée qui est grande, une grosse portée. Puis notre idée, c'est, on veut doubler. Ouais. On s'est permis de se donner ces rêves-là, ces objectifs ambitieux. Ouais. Parce qu'au final... Moi, si dans l'année, je fais des surplus de 2 millions, je vais prendre 2 millions, je vais le réinvestir dans mes programmes. Je n'enrichis pas une personne. Non. Nous, le Y, on enrichit la communauté. Ouais. Fait que ça, c'est le fun de pouvoir confirmer que tu as participé à ces changements-là. Ouais. Fait qu'il reste encore des choses à travailler. On a un modèle d'affaires qui est encore vulnérable. Il reste encore certaines choses à accomplir. Comme n'importe quel OSBL, mais dans le fond, vous êtes... Et là, dans le fond, il y a eu un changement de PDG. Oui. Alors, début janvier, nouvelle leader qui est super inspirante. Elle est arrivée récemment avec nous, mais déjà...
elle est, tu sais, dans le fond, les gens qui viennent au Y sont là pour les bonnes raisons. Pascal est là aussi pour redonner. Elle a un impact social qui est vraiment tatoué sur le cœur. Je pense qu'elle réalise jour après jour qu'est-ce que c'est, les Y. C'est une chose de le voir sur papier, mais de le vivre quotidiennement, de voir de nos yeux ce qu'on est capable de redonner, puis comment on est capable d'élever les gens ou de leur donner leur plein potentiel, bien, je pense que jour après jour, là, c'est ce qu'elle est en train de réaliser. Oui, oui, découvrir. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est super positif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis. On va en avoir des défis avec le contexte économique. Si on tombe en récession, ça a un impact direct sur nos revenus. Si les gouvernements tombent aussi s'il y a une problématique de récession, bien, ça veut dire des fois moins de subventions, moins de financement, moins de dons. Donc, les défis vont toujours rester autour de ce schème-là, mais ça fait de nous une équipe de direction qui est encore plus forte puis qui est capable de dire, bien, on est capable de prendre des bonnes décisions. Ouais. Puis on est capable de passer, moi je me dis, si on est passé à travers un COVID, si on est passé à travers une transformation majeure. Ouais. Je pense qu'on est bien équipé, on est bien positionné, on a les bons talents. Ouais. On a les bons talents. On a les bons ingrédients de la recette. Des fois, c'est juste de changer un par recette, modifier la recette, puis tu vas obtenir le résultat que tu vas avoir besoin d'atteindre. Tout part de l'équipe, tout part de la volonté, tout part en fait, ce qu'on voit ici, là, c'est que c'est pas... C'est comme tu dis, tu n'enrichis pas une personne, vous n'êtes pas... on dit tout le temps de business, tu peux pas être drivé par l'argent, tu peux être drivé par un pourquoi, quelque chose qui fait du sens, puis donner du sens. Moi, j'ai aucun jugement d'un entrepreneur qui a son entreprise, puis que oui, il réussit très bien. Moi, j'ai aucun jugement par rapport à ça. Est-ce que, demain matin, ça me motiverait autant? Ben moi, peut-être pas. Ouais. Mais, je comprends l'entrepreneur qui veut voir sa business réussir puis qui veut avoir du succès, Souvent, ça devient des bons philanthropes parce qu'ils ont eu du succès, puis ils vont contribuer. Oui, puis, on le voit, ces entrepreneurs-là, souvent, là, ils vont être capables de redonner. Ils vont redonner à leur façon. Oui. On en a plein là, d'entrepreneurs qui travaillent avec les Y, qui vont faire des dons, qui vont venir faire du bénévolat au Y, parce que le Y, là, c'est 500 bénévoles aussi. Il y a des gens qui s'impliquent dans notre communauté aussi. C'est-tu en plus des 1500? Oui. Tu as 500 bénévoles. Oui. Tu as 1500 employés plus 500 bénévoles. Oui. Fait qu'on a beaucoup de gens qui viennent donner du temps gratuitement. Puis n'en cherchez-vous encore, mettons, pour les auditeurs, tout ça? On en cherche toujours. Le 500, là, il est variable. Là. Des fois, on est à 400. Ça dépend des besoins. Puis ça dépend aussi. Le bénévole, lui, il donne ton temps gratuitement. Fait que tu vas prendre ce qu'il va te donner. Fait que ça, c'est très important pour nous. Fait que, il y a cette dimension-là aussi de redonner aux gens, de redonner à l'individu, de redonner à tes communautés. Fait que ça, cet aspect-là aussi, c'est intéressant. Puis le groupe des entrepreneurs redonne. Ouais. Je trouve qu'ils sont présents, qu'ils sont impliqués. On a des événements, nous, de philanthropie, puis ils répondent présents là, quand on les sollicite pour des zones de jeunesse ou quand on les sollicite pour des programmes qui viennent aider des gens qui en ont plus besoin. Fait que... Puis moi, je dis toujours quand je fais mes réflexions stratégiques avec les entrepreneurs, je dis toujours, il n'y aura rien de mieux. Les gens vont dire, ah oui, on contribue, mais si tu as la chance dans ton organisation de choisir une organisation ou choisir, est-ce que c'est les enfants défavorisés? Choisir ta cause, puis d'impliquer tes employés dans cette cause-là, au-delà de juste faire un chèque. Moi, c'est là que je vois que les plus belles organisations vont donner du temps. Tu connais mon conjoint, mais lui, il oblige, pas il oblige, mais ça fait partie du party de Noël. Des valeurs, dans le sens où c'est les employés qui vont définir le nombre de tonnes qu'ils vont donner de nourriture à Jeunesse au Soleil. Et il prend 4 autobus, puis ils vont faire pendant 2 heures de temps le matin. Avant le dîner de Noël, ils vont aller trier les légumes, ces choses-là. Fait qu'il arrive 160 employés, ça leur a pris 2 semaines à Jeunesse au Soleil pour faire ça. Eux le font en 2 heures. Tu vois, c'est comme... C'est pour ça que je dis que moi, je porterai jamais aucun jugement par rapport à ton objectif. Si tu as une entreprise prospère puis que tu poses ces gestes-là,
Ben, tu redonnes à la communauté à ta façon. Ben oui, mais je trouve qu'il y a des entreprises qui pourraient faire plus, par exemple. Tu sais, je pense à des gens que je connais, tout ça. Tu sais, ils pourraient faire plus. Et je vais être plus, je vais aller plus loin. Je pense que je l'ai déjà dit sur un des podcasts. Les entrepreneurs qui le font pas, puis qui restent vraiment dans la notion de j'ai du cash, ça va bien, tu sens qu'il y a un vide. Ils sont pas complets. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas cette notion-là de cœur. On peut sentir des équipes aussi. Tu sais, moi, j'ai fait aussi, je fais un peu de coaching de personnes qui vont m'approcher, rien à voir avec les why. Puis des fois, les gens viennent vers moi et me dire tu sais, Christine, tu me prendrais-tu en coaching? Je veux développer telle ou telle chose. Je vois, oui, c'est correct. Puis le why, pourquoi tu te lèves le matin? Le why, pourquoi tu te lèves le matin? Si ton entreprise, oui, tu veux contribuer au succès de ton entreprise, bien, il y a aussi tout ce qui tourne autour des valeurs de ce que tu vas accomplir. Tu sais, ça, c'est super important. En plus, en ressources humaines, tu sais, on n'est pas bien fait, là. Tu sais, en RH, là, pour nous, là, ce qui nous drive, c'est les gens, le cœur. On est des gens de cœur, on est des gens... on aime le social, on aime avoir des contacts, tu sais. Fait que si tu n'as pas ça ou que l'entreprise apporte pas ça ou à une certaine dimension, il va y avoir un vide. Moi, je pense. Puis tu ne vas pas garder tes gens. Non. Les gens, ils ne vont pas rester, ils vont aller travailler ailleurs. Puis quand ils viennent, nous, là, quand ils appliquent au Y, là, c'est ça qu'ils viennent chercher au YMCA. Puis on en voit de plus en plus de ces professionnels-là qui acceptent de perdre de l'argent. Moi, j'ai perdu du salaire quand je suis rentrée au Y. Puis c'était correct. J'ai accepté ça volontairement. Parce que je savais dans quoi je m'embarquais, mais je savais pourquoi je le faisais aussi. Fait que ça, tu sais, je pense qu'au niveau des entrepreneurs, c'est d'essayer de voir avec leurs équipes comment ils peuvent être inspirants. Puis comment tu peux inspirer tes gens. Bénévolat corporatif, ça peut se faire 2 fois par année. C'est pas compliqué. Nous, on en propose. On a des événements, puis les gens viennent faire du bénévolat, puis ils reviennent puis ils nous disent wow, ça a soudé l'équipe, ça a eu un bienfait phénoménal. Puis il n'y a pas juste le Y qui a fait du bénévolat corpo, il y en a plein. Il y en a plein. Tu sais, l'entrepreneur qui veut créer ces valeurs-là, puis dans son entreprise, là, c'est rien, ça. Ça prend pas de temps, tu sais. Ça prend pas de temps, mais ça prend pareil. Ça prend quand même un engagement. Oui. Prend, tu sais, puis aujourd'hui, de plus en plus, il faut que ce soit fait sur les heures de travail, tu sais, une perte de productivité, puis tout ça, mais en même temps, tu le regagnes par après en productivité parce que ta gang va être soudée, va être solide. Et quand on parle des... tu sais, tu as dit les RH ont plus été sur le terrain, là. Je pense que ça s'applique autant dans des business comme tel. T'sais, dans le fond, qu'il faut connaître un peu tes gens et tout ça. Et peux-tu nous inspirer un peu des exemples concrets que vous avez faits, des choses que vous avez faites? Tu as dit dans la dernière année, on a essayé de sortir un peu de notre bureau. Oui. Bien, moi, je vais parler pour moi, là, mais souvent, dans tous mes postes, puis mes patrons me l'ont dit souvent, là, moi, j'avais une curiosité de comprendre comment fonctionnent les opérations. Oui. Je n'étais pas obligée de faire ça. Fait que, tu sais, souvent, quand j'étais dans le réseau, j'allais... visiter des unités, je voulais voir le bloc, je voulais comprendre, faire des liens. Parce que la majorité ou souvent les problèmes ou des défis qui arrivaient, je n'étais pas capable de faire le lien avec le terrain. Puis je suis une personne visuelle, puis j'ai besoin de voir dans quel environnement tu évolues puis tu travailles. Fait que ça m'a vraiment... Je pense que ça m'a vraiment démarqué. Fait que j'ai été sur le terrain, parler aux gens. Puis ça, c'est pas commun apparemment en ressources humaines. Alors qu'on s'entend-tu que ça devrait être ça pareil? Moi, pour moi, c'est comme une évidence, mais c'est un peu ça que j'ai demandé à l'équipe de faire. OK? C'est un peu ça. Je me suis dit, tu sais, si vous allez jamais sur le bord de la piscine puis qu'on a des enjeux de recrutement pour l'aquatique, comment vous allez faire votre lien? Allez donc voir c'est quoi l'environnement du travail, puis c'est quoi leur journée, puis c'est quoi le défi. Puis les parents qui chialent, qui sont pas contents parce que, bon, tu sais, c'est tout ça qui est à visualiser puis à prendre conscience que si tu y vas jamais, tu ne sauras même pas de quoi tu parles. Puis tu essaies de régler un problème. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait. On est retourné sur le terrain. Au lieu de faire nos rencontres au centre-ville, au siège social, on est allé dans les sites. Quand on va dans les sites, on demande une visite. Partout. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Fait qu'on se remet à jour. Un peu partout. On est allé à Québec, on a un beau centre, on a un super beau YMCA à Québec
qui a été ouvert pendant la pandémie en passant, mais qui est magnifique. C'est un beau partenariat avec la Ville de Québec. Fait que, tu sais, on s'est rendu à Québec. On est allé travailler avec ces équipes-là. Fait que c'est la proximité. Puis on a fait un sondage. On est en train de revoir toute notre offre de service à la direction des ressources humaines. Puis les gens nous ont dit, on ne vous voit plus assez. Fait que ça, c'était le premier point. Fait qu'on le savait, mais là, walk the talk aussi, là, ça, c'est super important. Si tu le dis, tu le fais. Exactement. Fait que là, on a... Fait que c'est juste de changer, c'est juste de revoir ton planning. Ouais. Des petites choses, tu sais, bien simples. Là. C'est Oui, pas mais besoin... en même temps, tu dis bien simple, mais tu sais, je vais parler de mes entrepreneurs qui vont grossir, mettons, qui sont dans la PME, qui vont grossir leur équipe RH, puis là, finalement, ils vont dire, j'ai besoin d'une fille qui fait du recrutement temps plein. Mm-hmm. La fille qui fait du recrutement temps plein, elle devrait aller voir sur le terrain ou dans l'usine pour comprendre qu'est-ce qu'elle recrute, right? Ben oui. C'est ça. Pour moi, c'est une grosse évidence, une grande évidence, tu sais. C'est ça. Puis, je dirais pas qu'on l'a assez fait. Ouais. J'ai des secteurs que je ne suis pas allée suffisamment voir. Puis on le constate aussi, ça a un impact, puis on ne recrute pas bien. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça aussi, quand on ne fait pas bien les choses, moi, je ne serais jamais gênée de dire on le fait pas bien. Il faut le corriger. Il faut le corriger. Oui, il faut corriger. Fait que, tu sais, dans le fond, RH, il faut être groundé. Oui, faut vraiment être groundé. Ouais. Tu sais, faut que tu saches comment ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'être un expert dans ton entreprise ou dans toutes tes opérations, mais il faut que tu comprennes que, tu sais, quand la personne a dit ça, là, de quoi elle parle? Ouais. Puis moi, là, souvent, j'allais sur le terrain, puis je posais des questions, puis je jasais. Puis des fois, jaser de rien, faire du small talk, là, c'est payant. J'avais de l'information qui était complètement très, très riche. Oui. Fait que, tu sais, après ça, tu peux t'en servir positivement puis améliorer les choses. Fait que je vais revenir sur gère tes relations. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais, non, puis tu sais, puis prendre le temps d'aller, tu sais, comme tu dis, le travail hybride, tu sais, aujourd'hui, les gens vont travailler de la maison. OK, j'ai besoin de 5 personnes à recruter. Puis là, tu as la jeune de 22 ans qui recrute, mais qui n'a aucune idée de ce qu'elle recrute. Puis, tu sais, en fait, puis moi, je pense le mot aussi qui me vient en tête quand... Un, c'est de la bienveillance envers ton organisation, envers les gens avec qui tu travailles. Mais deux, c'est de la cohérence aussi. Tu sais, c'est de créer de la cohérence. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui que les organisations, c'est lourd. C'est parce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas de rien. lien. Il n'y a pas de lien. Je pense que tu mets le doigt sur un bon point. Moi, j'aime pas faire les choses pour les faire. Ouais. Moi, souvent, je vais dire, mais pourquoi on fait ça? Ouais. Tu sais, puis ça m'est déjà arrivé de dire pourquoi on fait ça, puis qu'après le 5e pourquoi j'ai pas de réponse, j'ai pogné le dossier puis je l'ai jeté. Ouais. J'ai arrêté de le faire. Puis je me dis, je trouve pas pourquoi je le fais. Là. On le fait pas. Tu sais, parce que là, c'est trendy. Ah, OK. On va mettre ça de côté. Il faut vraiment que ce soit, tu sais, qu'il y ait une raison pourquoi tu vas mettre des efforts sur ce que tu vas travailler. Puis ça, des fois, je pense que de mon équipe, ils apprécient ça. Ouais. On va pas travailler des dossiers pour travailler des dossiers. Parce que ça nous fait plaisir. Parce que si tu gères bien tes relations puis que tu es groundé sur les besoins... Les vrais besoins. Oui. Ben peut-être que tu ne vas pas travailler sur des dossiers qui te donnent un highlight, qui te donnent un hit, là, tu sais. Mais tu vas travailler sur des dossiers qui ont, tu sais, des situations, tu vas régler des situations de base qui sont des irritants depuis des années. C'est ça qu'ils vont retenir, puis c'est ça qu'ils vont se rappeler. Oui. Fait que, tu sais, puis souvent, je trouve qu'en RH, là, on veut donc bien faire des gros programmes, tu sais, d'en mettre plein la vue, là, mais... C'est pas ça qui va vraiment changer l'organisation. Vraiment, tu sais, changer. Non. Fait que, tu sais, dans le fond, fait que, tu sais, au niveau RH, ce qu'on a fait beaucoup, là, c'est vraiment d'être à l'écoute. Ouais. On a fait beaucoup de sondages, aller sur le terrain, parler aux gens, jaser avec les gens. Reconnaissance aussi, on a mis beaucoup d'efforts dans la reconnaissance. Puis tu vois, on a eu un sondage de mobilisation. On s'est fait dire qu'il n'y en avait pas assez encore. Fait que les gens ont besoin d'être reconnus. Ça, c'est dans les organisations, la tape dans le dos, tout le monde a notre besoin. C'est la tape quotidienne. Ça, c'est un de nos défis organisationnels là, qui va être travaillé dans la prochaine année. Puis c'est sûr qu'oublie pas que nous, OY, vu que tu es là pour avoir un impact social, l'idée, c'est que si tu n'as pas de reconnaissance, ça ne fait pas de lien avec ta mission de l'organisation. Ouais. Il y a comme une cassure. Bien, c'est clair. Si je te reconnais pas, ça marche pas. Tu es ici pour reconnaître puis d'aider les gens à être meilleurs puis à faire briller les gens. Ben, il faut que je te fasse briller. T'sais. Fait que
Il y a une affaire, tu sais, Christine, parce qu'on se parle souvent, nous autres, justement, du volet humain, tout ça. Puis il y a une affaire que vous avez faite au Y, puis que je me suis servi beaucoup longtemps de cet exemple-là. C'est quand vous avez, parce que quand la COVID est arrivée, vous avez tellement diminué, vous avez fait des coupures. Puis à un certain moment donné, quand on réouvre les portes, il fallait que tu embauches comme 600 personnes. Tu as travaillé sur la marque employeur. Ouais. Puis vous avez vraiment, encore une fois, quand tu parles de bien écouter, comprendre les besoins, le volet mentorat, là, ça m'a frappé. Puis j'en parle tout le temps à mes clients. On a mis en place beaucoup d'initiatives qui ont permis à des gens de briller. C'est ça, nous, un peu, l'idée pour nous, DY, c'est de te faire briller. Fait qu'on a mis en place des initiatives pour que tu sois en mesure de briller dans l'organisation, que ce soit par ton rôle, que ce soit par ton talent ou ton expertise ou ce que tu veux accomplir. On a vraiment mis de l'avant les gens, la personne, les personnes. Fait qu'on a vraiment fait beaucoup d'initiatives en ce sens-là. Puis la marque employeur, OY, si tu viens travailler au OY, ce qu'on te dit aussi, c'est que majoritairement, je vais te donner ta première expérience. Puis ça se peut que tu te trompes, puis c'est pas grave. Parce qu'on est bienveillant, puis on va être là pour t'aider, t'accompagner, puis te supporter. Fait que souvent, on a des gens qui sortent de l'école, on va leur donner leur premier poste d'intervenant ou ton premier poste de superviseur. Mais on va t'appuyer, on va t'accompagner. C'est pas parfait, là. L'organisation, là, est toujours en train de travailler à s'améliorer, mais c'est vraiment ça l'idée. C'est ce qu'on va te promettre, c'est qu'on va être bienveillant avec toi, puis pas à première erreur, on va pas te taper dessus. Bon, puis on va essayer de te donner aussi, on va travailler fort pour te donner les outils, on va travailler fort pour t'appuyer. Fait que c'est ça la marque employeur des YMCA. Il faut que ça se concrétise réellement sur le terrain. Fait que ça, ce que ça donne, c'est qu'il faut s'assurer que nos gestionnaires, il y a le même thinking. Il y a cette approche-là, Fait que c'est pas simple de faire vivre une marque employeur, mais ça fait partie de ton ADN, puis c'est ce que tu veux vendre. C'est ce que tu veux que les gens vivent. Puis ça, dans nos décisions, là, quand on prend des décisions RH, il faut toujours l'avoir en arrière-tête. Dire, là, ça, là, c'est-tu aligné avec la marque employeur qu'on a promis? Pas tant. On va changer ça. On va modifier ça. Nos congés de maladie, on est en train de les modifier. Ça va être des congés de bien-être. Prends soin de toi. Ça va être des congés que tu vas pouvoir utiliser. Même si tu n'es pas malade, tu vas aller au spa, prends-toi un congé de bien-être. Prends soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des gens, de la communauté. Fait, c'est un peu ça l'idée. Il faut vraiment être cohérent dans toutes les décisions qu'on prend. Mais on n'a pas un fonds d'argent infini. Infini. Fait que c'est juste de créer cet équilibre-là, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire pour essayer de faire. Puis tu avais sondé aussi, je me rappelle, c'est dans des sondages que tu avais faits, c'est que les jeunes ce qu'ils voulaient le plus, c'était d'avoir du mentorat. Oui. Dans le fond, le programme mentorat, on l'a créé, ça fait presque 4 ans qu'on fonctionne. Il a même été repris par Y Canada. Je pense qu'il a été bien apprécié. Fait que c'est un programme de mentorat qui est offert par l'équipe de direction. Fait que même le PDG a donné son temps pour mentorer une personne qui veut se développer dans l'organisation. Fait que c'est de rendre accessible aussi une équipe de direction que tu ne vois pas toujours, qui est occupée, tout ça, puis à des jeunes qui ont 3-4 ans en arrière de la cravate dans une organisation qui disent, moi, je me questionne. Je veux être quoi? Je veux être un expert? Je veux être un gestionnaire? Je veux-tu peut-être juste contribuer quotidiennement aux opérations de l'organisation, parce qu'on en prend du monde aussi pour faire ça, Fait que tu as le goût d'être quoi? Fait qu'on va te guider. Le programme de mentorat, là, c'est un programme de guide, de discussion. Des fois, c'est juste des échanges non planifiés, non structurés. C'est le mentorat qui va demander qu'est-ce qu'il veut travailler, de quoi il veut parler. On l'a laissé vraiment libre. On n'a pas donné de cadre trop restrictif, parce que là, c'est là où je trouve qu'on se trompe. On l'a gardé très ouvert, puis on a demandé aux gens, mais qu'est-ce que tu veux travailler avec ton mentor? Puis on les a laissés aller. Puis c'est un programme qu'on renouvelle à chaque année. On a des applicants, on a des gens qui veulent accéder à ce type de programme-là. C'est quand même riche, mais tu sais, encore là, il faut que tu investisses du temps, il faut que tu investisses des efforts. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Puis tu sais, quand on parle de marque employeur, souvent, là, il y a eu de la grosse mode, là, de ça prend la table de poule, le ci, le ça, l'environnement complètement. Puis on se rend compte que c'est plus ça du tout.
Puis de faire des programmes de mentorat comme ça coûte zéro pour une organisation. C'est un engagement de temps, puis c'est un transfert de connaissances. Oui, complètement. Oui, complètement. Puis, oublie pas que si tu fais vivre ces expériences-là à tes employés de l'interne, la meilleure stratégie de recrutement, c'est ton référencement. Oui. C'est la meilleure stratégie. Oui. Fait que si ton environnement, là, elle est accueillant et bienveillant, elle offre ce type de programme-là, elle te permet de faire des erreurs, tu sais, puis elle va t'aider à la bonne nouvelle se partage, mettons. Bien, c'est sûr que la bonne nouvelle, ils se disent, bien, viens, hey, moi, là, c'est tellement cool de travailler au AMC, là. Tu sais, viens-t'en, là, viens travailler avec nous autres, là, tu sais. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, surtout en plus avec les jeunes. Cette génération-là, nous autres, on a... Tu sais, moi, j'ai 600 personnes là, qui ont entre 20 et 30 ans, là, tu sais, mais les employés sont jeunes. Oui. Fait que si tu n'offres pas un environnement qui est positif puis qui les anime, ben ça va être difficile. Puis ils vont le dire, viens pas travailler, va pas travailler là, c'est terrible. Là, c'est ça. Fait qu'ils se parlent, sont connectés à côté, sont full connectés. Oui. Fait qu'il faut que tu bénéficies de ça, mais positivement. Fait que qu'est-ce que tu fais pour les garder avec toi? Flexibilité. Ils veulent la flexibilité. Ils veulent pas nécessairement les plus gros salaires. Mais tu sais, ils veulent faire partie d'un groupe. Oui. Ça, c'est super important pour eux. T'sais. Fait qu'il faut que tu sois à l'écoute de ce qu'ils disent. Puis quand on a fait la marque employeur, là, moi, j'avais des idées en tête. J'étais à côté de la traque. Carré. Même, je me suis dit, bon, la vieille RH, là... Let's go. J'ai pas rapport, OK? Zéro rapport. Fait que là, mais ça a été super le fun d'avoir ce côté réceptif-là, de dire, ah, OK, bien, c'est ça qu'on est comme employeur. C'est ce qu'on est comme employeur. Ben, on va mettre l'accent là-dessus. Puis on va se vendre de cette façon-là parce que ce que les gens nous disent, c'est qu'il y a de l'intérêt puis ils veulent venir travailler au Y, pas pour avoir le meilleur salaire, mais pour être une organisation qui te donne ta première chance, être une organisation bienveillante, humaine, qui aide les gens à se réaliser, à faire briller. Les jeunes, même si tu as 18 ans, là, ça, ils aiment ça. Ils aiment ça voir un petit enfant là, qui a commencé à nager puis qui est rendu à 5 ans puis qui s'en va dans le profond. Tu sais, ma fille travaille au Wild, puis ça, c'est le genre de choses qu'elle aime voir. Fait que cette génération-là aussi est... on a à apprendre d'eux tellement. Oui. Tu sais. Fait que c'est... Tu sais, puis quand on a sorti la marque employeur, là, quand je suis arrivée avec ça au Y, là, ils m'ont tout regardé, c'est quoi ça? Oui. Mais ça nous a positionnés dans le marché de l'OBNL. Ça nous a vraiment bien positionnés. Puis moi, je fais concurrence souvent à des villes, des municipalités qui ont des grosses conditions. Fait que, tu sais, il fallait qu'on trouve... un angle. Comment je vais me démarquer, comment je vais faire pour t'attirer chez nous. Fait que c'est vraiment ça qu'on a fait avec la marque employeur. On a mis l'accent sur la personne. Nous autres, c'est la personne. C'est super important. Fait que, tu sais, la flexibilité, cette flexibilité-là, tu sais, ton horaire, là, si tu veux une semaine travailler 5 heures, tu vas travailler 5 heures. Si la semaine d'après, tu veux travailler 15 heures, tu vas travailler 15 heures. Mais quand tu es pogné dans une convention collective, Maxime, tu peux pas faire ça. Fait que c'est la flexibilité, les gens, nous autres, on apprécie beaucoup la flexibilité des YMCA. Fait que ça, on tente de la garder, tu sais. Fait que c'est, dans le fond, comme organisation, aller chercher une marque employeur, c'est une espèce d'introspection, une espèce de rayon X que tu vas faire. Puis il faut encore là que tu sois à l'écoute de ce que les gens vont dire. Parce que comme DRH ou VPRH, j'étais partie avec une idée que je trouvais donc bien hot. Puis je l'ai pognée, puis je l'ai placée aux poubelles parce que c'est pas ce que les gens ont dit. Oui. Fait qu'on a réorienté notre stratégie, puis on l'a positionné sur du concret. Es-tu d'accord avec ça? Tu sais, souvent, moi, je vais arriver dans des organisations qui vont dire « Ah ouais, mais Cléo, toi, tu comprends pas notre industrie, c'est tellement dur de recruter. » Là. Puis là, j'ai comme le goût de dire « OK, bullshit, là. C'est quoi l'énergie que tu mets sur ton recrutement? » Ils n'ont pas de marque employeur, ils n'ont pas de clarté sur qui ils sont. Ouais. Ils mettent aucune énergie là-dessus. Ils font faire des fois avec des chasseurs de tête. Puis là, après ça, ils disent c'est dur de recruter. Mais là, je leur dis toujours, si vous mettez le même effort que vous mettez pour votre marque ou votre marketing, que vous le mettez à bien définir puis qu'il y a une cohérence entre vraiment votre ADN d'organisation versus qu'est-ce que vous pouvez offrir à ces gens-là. Tu sais, aujourd'hui, c'est mon chum qui dit tout le temps ça. Là, c'est un jeu de séduction aujourd'hui. Complètement. Il faut que tu ailles séduire les jeunes. Complètement. Complètement. Si tu ne séduis pas, puis ils veulent pas. Là. Oui. Puis, tu sais, en organisme communautaire au BNL, j'ai pas les meilleures technologies. OK? J'ai pas les plus beaux bureaux. Des bureaux qui font, tu sais,
C'est vintage. En même temps, ça peut être beau. Ça peut revenir à la mode. Le vintage revient à la mode, on est chanceux. OK? Fait que, tu sais, je ne vais pas offrir le top du top du top. Oui. Je ne vais pas te dire ça. Non. C'est pas ça que tu vas vivre. Mais je vais t'offrir des moments privilégiés d'une avec des gens compétents, bienveillants, exactement. Fait que, tu sais, puis si tu sais pas ça, si tu sais pas ce que ton entreprise peut offrir, comme RH, là, je m'excuse, là, mais va refaire ton bac. Ouais. Tu sais, t'as manqué. T'as manqué. C'est important de savoir qu'est-ce que tu es. Puis, tu sais, quand j'étais à Sacré-Cœur, j'offrais d'autres choses. Oui. Tu comprends? Je n'ai pas offert les mêmes choses. C'est deux entreprises, c'est deux organisations complètement différentes. Puis quand je fais du coaching, j'ai fait du coaching à des vice-présidents, je leur ai demandé, c'est quoi tu l'as décrit comment, ton entreprise? Qu'est-ce que les gens vont vivre quand tu vas les amener à leur première journée? C'est ça qu'ils veulent savoir. Oui. Tu sais, c'est pas juste le salaire. Oui, le salaire. Moi, là, souvent, on parle même pas de salaire au début. Les gens, ils savent. Tu sais, on dit, on a une braquette. OK? Mais on ne parlera pas d'argent. On va t'expliquer qu'est-ce que tu vas vivre au why. Puis après ça, tu prendras ta décision, puis on va négocier tes conditions. On finit avec ça. Parce que déjà, je le sais, je les ai accrochés. Tu les as accrochés. Si on a eu à les avoir accrochés, on les a accrochés. Ouais. Fait que tu sais, en RH, là, VPRH, si tu lèves le matin et tu n'es pas capable de répondre à ces questions, ben là, vire-toi de bord, là, puis mets en place des actions qui vont te permettre de définir, bien définir ton organisation, puis qu'est-ce que tu vas avoir à offrir. Ben, tellement. C'est clair. Tellement. C'est clair. Fait que là, Christine d'aujourd'hui, là, on comprend bien la belle drive que tu as. Tu sais, écoute, tu es mon amie depuis longtemps, mais j'ai une grande admiration pour toi. Tu as tellement une belle drive. Puis, tu sais, tu as tout le temps, tu sais, je me rappelle, il faut que ce soit simple, il faut que ça reste simple. Tu sais, tu compliqueras pas les affaires, mais en même temps, tu livres la marchandise solide, tu sais, puis de faire des grosses transformations majeures comme ça au Québec. Ouais. Comment tu vois le futur? Je vois le futur. Ben, je pense que le futur, si je le vois d'une perspective RH, je pense que je vois le futur avec une dimension d'adaptation. Oui. Le marché du travail, il a été bouleversé. Le marché du travail a vécu une crise, puis il a été bouleversé beaucoup avec la COVID. Puis je pense qu'il n'est pas tout à fait sorti. Là, il en reste encore un petit peu. Mais j'ai dit à une personne un jour, je vais bientôt, j'ai pas tout à fait 50, mais j'y arrive. Là. Puis je me suis dit, je vais devoir me questionner, est-ce que je suis encore pertinente pour cette génération-là qui est dans mon équipe. J'ai des jeunes de 26, 24, 20, tu sais. Fait que je veux juste pas être vintage. Tu comprends? Je veux être au goût du jour. Je veux être capable de comprendre qu'est-ce qui les anime. Fait que ça, c'est sûr que ça, c'est ma préoccupation personnelle. C'est-à-dire, tu veux toujours. En fait, tu veux créer de la valeur puis tu veux toujours contribuer. Exactement. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis une personne qui s'introspecte beaucoup, là, qui se questionne. Je suis toujours en train de me questionner. Toujours. Je ne surfe jamais sur une croisière et ça va bien. Je suis toujours en train de remettre en question certaines choses. Fait que ça, je pense que c'est important. Puis, tu sais, rendu à mon 50e, ben là, je vais dire, OK, j'ai-tu encore une valeur? Est-ce que je suis encore pertinente? Est-ce que je peux encore contribuer? Fait que ça va être ça ma prochaine analyse, ma prochaine évaluation. J'aime redonner aussi. Là, on dirait que là, je commence à être capable de... J'aime bien coacher, j'aime bien donner des conseils, moins diriger. Ouais. Tu sais, je suis moins... moi, je suis pas un leader, je te dirige. Je suis une leader, je t'influence, puis je te propulse vers ce que tu vas vouloir développer. Fait que ça, j'aime ça, pouvoir redonner. Parce que j'ai comme un bagage, le fun. Ben je oui. me dis, je peux te permettre de faire profiter de mon bagage, je vais te faire profiter de mon bagage. Fait que ça aussi, je pense que dans l'avenir, je n'aimerais pas ça. Transformation, je n'ai eu pas mal. Là, je consoliderais. OK? C'est ça. J'ai brassé pas mal d'affaires dans les dernières années. Là, je suis prête à consolider mes équipes, à les voir se développer, à développer le talent, à avoir des résultats aussi de cette nouvelle structure-là. À un moment donné, il faut capitaliser sur ce qui a été fait. Fait que ça, c'est super important. Puis le YMCA m'a vraiment donné une belle opportunité de pas juste faire des RH,
J'ai toute la partie développement des affaires au niveau du communautaire. On a développé tout un secteur qui va se concentrer à revoir tous nos programmes, le contenu de nos programmes, à se positionner, à faire des liens ou des partenariats avec des centres de recherche. Ça, là, ça m'anime beaucoup, cette partie-là. Ça n'a rien à voir avec ma formation en ressources humaines. Ça a à voir avec mon implication puis le cœur que j'ai mis dans cette organisation-là. Fait que ça, je vais l'avoir grandir. Fait que ça, vraiment, j'en ai encore pour une couple d'années, là. Tu sais, quand tu dis « je vais voir si j'ai encore de la valeur », moi, je te confirme que tu as extrêmement de valeur. Puis, tu sais, je le vois beaucoup comme, tu sais, l'été dernier, j'étais au Modern Elder Academy, tu sais, que Chip Conley qui a créé cette école-là, qui a écrit le livre Learning to Love the Midlife. Puis, la formation que j'avais faite, c'était Owning Wisdom. Mais tu sais, c'est comment, tu sais, dans ton 50 ans et plus, avoir 50 plus belles années. Fait que moi, je te souhaite 50 plus belles années. Puis que cette purpose-là, puis cette contribution-là que tu as toujours bien maîtrisée dans ta vie et su ta place, bien, te permettent justement d'avoir un impact sur la nouvelle relève. On a besoin des Christine. On a besoin. Tu parlais de relève. Mais merci de m'avoir donné cette opportunité-là de venir parler des why. Oui. Tu sais, on n'a pas toujours des opportunités, même en RH, de parler de nos organisations. Oui, c'est vrai. Donc, j'espère que j'ai été capable de vous donner un peu de fierté puis transmettre cette fierté-là. Tu sais, moi, je mets ma pin. Tu sais, je sais c'est vintage, je mets une pin, mais c'est une fierté pour moi de porter le signe de mon organisation. Oui. Fait que, tu sais, merci pour cette belle opportunité-là pour mon organisation. Puis, merci aussi de m'avoir permis de parler un peu de mon parcours. Tu sais. Oui. Moi, je suis dans l'idée que si j'ai pu inspirer quelques personnes qui ont croisé mon passage, ben, c'est ça ma contribution. Tu sais. Exact. Ben moi, je vais te le dire, déjà des choses que j'ai apprises juste en s'assoyant ensemble comme ça. La gestion des relations, ça s'applique à tout gestionnaire. Fondamental. Pose-toi la question, est-ce que tu gères bien tes relations en ce moment? Exact, c'est ça. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est de comprendre ta marque employeur pour vraiment t'entourer des bonnes personnes. Aller sur le terrain. Exact. Rendez-vous sur le terrain. Sortez de vos bureaux, là, les RH. Exactement. Sortez de là. Allez sur le terrain, allez jaser avec les gens, posez des questions. Faites du small talk. On est là pour faire du small talk aussi. Là, oui, c'est ça. Pas tout organisé. Exactement. Oui. Excellent. Puis bienveillance. Moi, je trouve que ces temps-ci, même la société nous le dit, ils ont besoin de bienveillance. Oui. On est dans des contextes pas faciles. On a vécu des crises. Les gens ont encore besoin de bienveillance. C'est important. Fait que, soyez un leader bienveillant, puis performant, ça se fait. Oui, c'est réalisable. C'est ça. Il n'y a pas une dichotomie entre la bienveillance et la performance. Vous voyez les deux. Mais en même temps, tu nous as démontré le courage managérial, faire des choix, pas laisser les choses traîner, adresser les situations. Donc, je pense que ça peut nous inspirer plus d'un. Donc, merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, Cléo. Puis bonne continuité pour les podcasts. C'est toujours très intéressant de les écouter. Oui, merci. Oui, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.